Alain Antil, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur, vous êtes aussi le directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'EFRI, qui est un think tank important. Vous travaillez beaucoup sur l'Afrique. D'abord, pour avoir une idée sur le mode de fonctionnement au niveau de l'EFRI sur l'Afrique, comment ce centre fonctionne ? Alors à l'IFRI, il y a une dizaine d'équipes de recherche, dont une qui travaille sur l'Afrique subsaharienne, dont je m'occupe. Elle existe depuis 2007. Aujourd'hui, on est deux personnes dans le programme et on a 4 chercheurs associés. Donc, et on produit une trentaine d'analyses par an et on organise une dizaine de réunions, tout format confondu. C'est-à-dire ça va du séminaire très restreint, très fermé, à la conférence hybride, c'est-à-dire à la fois in situ et en ligne. L'Afrique, c'est 54 États. Comment la sélection se fait? Ça que par les sujets, par les régions, comment ça se passe? Alors nous, on travaille sur l'Afrique subsaharienne, parce que l'Afrique du Nord est... Non, je parle de l'Afrique subsaharienne. Oui. L'Afrique subsaharienne, évidemment, on ne travaille pas sur les 48 pays à la fois. C'est-à-dire il y a des zones sur lesquelles on travaille particulièrement. Le Sahel, l'Afrique centrale. Plus récemment, on travaille beaucoup sur l'Afrique de l'Est. On a beaucoup travaillé sur l'Afrique du Sud ou sur le Nigeria. C'est en fonction à la fois de l'actualité, des compétences que l'on a en interne, parce qu'on travaille, on publie sur des choses que l'on connaît, et ça dépend aussi de certains partenariats que peut avoir avec des financeurs. Oui. Vous êtes évidemment chercheur, mais spécialiste notamment de la Mauritanie. Vous venez de faire une étude d'une 40aine de pages sur la politique antiterroriste au Niger au regard de l'expérience mauritanienne. Vous connaissez bien le Sahel, le G5 Sahel, les 5 pays. D'abord, pour mieux profiter de votre expertise sur le travail sur le Niger, y a-t-il une exception nigérienne dans la démarche, dans la vision, la doctrine, la stratégie? Oui, je suis parti de l'idée reçue que les pays du Sahel, en fait, avaient tous la même politique antiterroriste, qu'elle était dictée de l'extérieur et qu'elle était liée à des financements et des injonctions. Ça, c'est le postulat que j'ai essayé de relativiser, voire d'annihiler. Et à travers cette étude, je vais montrer les spécificités nigériennes. Alors elles sont nombreuses, je ne vais pas toutes les évoquer, mais il y en a 2 que j'aimerais mentionner. La première, c'est que le Niger a vécu par le passé des rébellions. Et il a, pour résoudre un certain nombre de problèmes, notamment avec le nord du pays, il a créé un certain nombre de structures, d'institutions qui sont aujourd'hui utiles pour gérer la question du terrorisme. Par exemple, la HACP nigérienne, la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix. Alors, elle ne s'appelait pas comme ça au moment des rébellions Touareg, mais elle est directement héritière de cette période-là. Et son objectif, c'est d'essayer de développer, ou en tout cas d'assurer une présence étatique dans les zones où l'État est moins présent. Donc ça, c'est une spécificité nigérienne par rapport aux autres pays. Alors il y en a une autre qui s'est développée depuis l'arrivée du président Bazoum au pouvoir, c'est le dialogue. On sait que, par exemple, au Burkina Faso et au Mali, il n'y a pas de dialogue véritable, très bien structuré politiquement avec l'adversaire djihadiste. Le Niger a pris une option tout à fait différente. Oui. Ça ne veut pas dire qu'elle met l'arme sur le pied, parce que le dialogue, comme l'ont expliqué les responsables nigériens que j'ai rencontrés lors de mon dernier séjour, le dialogue ne sera utile que si le Niger est crédible militairement. Donc c'est quelque chose que souvent on a tendance à opposer, mais en réalité qui vont ensemble. Ils ont mis un certain nombre de lignes rouges dans ces dialogues. Oui. Par exemple, c'est de discuter qu'avec des Nigériens.
Ça peut paraître évident, mais dans les mouvements, il y a aussi il peut y avoir des Maliens, il peut y avoir des gens qui viennent d'Afrique du Nord. C'est un dialogue inter-nigérien. Le deuxième, c'est qu'on ne discute pas sur la laïcité de l'État ou sur la cohérence territoriale de l'État. Oui. En dehors de ces lignes rouges, il y a une ouverture de discuter des choses, d'essayer de comprendre pourquoi les salafistes djihadistes sont rentrés en rébellion contre l'État. Oui, alors justement, ce qui est dans le cas du Niger intéressant, c'est que c'est un pays sous pression sur toutes ses frontières, du côté du Mali, du côté du Burkina Faso, du Nigeria, du lac Tchad, là où il y a Boko Haram. Comment aujourd'hui analyser cette situation? Est-ce que ce pays va pouvoir ne pas craquer face à cette pression et à la pression des djihadistes et du terrorisme? Comment voyez-vous cette réussite nigériane, si on peut dire? Oui, alors évidemment la situation est compliquée. J'ajouterais à la liste que vous avez faite la situation en Libye. Ah oui. Autre pays failli et qui exporte un peu ses problèmes chez ses voisins, on va le dire de cette manière-là. Le Niger, oui, c'est quand même un miracle quotidien qu'un pays qui soit entouré de situations aussi catastrophiques réussisse bon an mal an à tenir. Alors il faut évidemment nuancer parce que il y a sur le territoire nigérian depuis une petite dizaine d'années des combats, des victimes, des attaques, des enlèvements. L'an dernier, on a eu une diminution significative et quand on compare notamment avec la base de données ACLED, sur 2022, il y a eu presque 8 à 9 fois moins de victimes au Niger qu'au Burkina Faso voisin. Donc il ne faut pas survendre la réussite du Niger. La situation est très 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 compliquée. Il y a encore eu, au moment où j'y étais, il y a eu quelques jours avant mon arrivée, il y a eu une attaque à une centaine de kilomètres de Niamey. Il y a une voiture d'un préfet qui a explosé sur une mine qui avait été posée à dessein à 50 kilomètres de Niamey. Donc là, il ne faut pas idéaliser la situation, mais le pays tient pour l'instant, grâce à justement une réflexion de ses officiers supérieurs et de ses politiciens sur ils testent tout un tas de politiques et de méthodes. Est-ce que, en réalité, on traite les causes en profondeur? Parce que on connaît le cocktail, les raisons de ce qui se passe dans la région. Est-ce que il y a l'approche sécuritaire et militaire est-elle suffisante pour vraiment en finir avec un phénomène qui semble s'amplifier? Non, elle est pas suffisante du tout, puisque comme vous le dites dans votre question, on traite les causes sans traiter on traite les conséquences, sans traiter les causes originelles de cette violence. Alors en élargissant, disons, à la bande sahélienne, il y a effectivement plusieurs causes très très profondes qu'il est très difficile de traiter. Lesquelles, concrètement? La première, alors c'est souvent mis sous le boisseau, mais et je veux pas que les gens retiennent que cette idée-là, mais il faut comprendre que par exemple au Niger, il y avait 3 millions d'habitants à l'indépendance et il y en a 23 aujourd'hui. Donc ça se traduit par une série de conséquences. La première, c'est la densité au Niger reste très faible, c'est un très très grand pays. Mais par contre, quand on mesure les densités sur les terroirs, là, les densités augmentent très très fortement. Et ça a un impact très très fort, notamment sur la compétition pour l'accès aux ressources naturelles. Par ressources naturelles, j'entends ressources en eau pérennes, pâturage, terres arables avec un peu de ressources en eau pour les cultiver. Quand on fait une mesure de densité sur ces espaces-là, là on voit des choses qui se passent. Il y a une multiplication de conflits fonciers qui sont en fait souvent assez mal régulés par la puissance publique, y compris par les autorités locales traditionnelles. Donc de ce dysfonctionnement vient une série de frustrations
qui peuvent aboutir à de la violence. Donc ça, c'est quelque chose de très très fort. Il y a une deuxième conséquence de la démographie, c'est que la population active de ces pays augmente considérablement. Et les pays ont des structures économiques qui ne permettent pas d'offrir des emplois de bonne qualité, et c'est un euphémisme de le dire, à cette jeunesse qui arrive. Moi, j'ai la mémoire d'une conférence à laquelle j'ai assisté il y a une dizaine d'années au Mali. Il y avait un représentant malien qui disait il y a 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi au Mali tous les ans. Le secteur formel, public et privé n'en absorbe pas 10%. Donc il y a à peu près 40 à 50% de gens qui restent dans les espaces ruraux. Et puis il y a la différence, si on additionne les deux, on arrive à 60%. Il y a 40% de gens qui sont dans des espaces urbains hors du marché formel de l'emploi. Et c'est sur ces populations-là aussi que, dans ces populations, ça génère aussi de très très grandes frustrations. Alors, tous ne deviennent pas djihadistes ou bandits, parce que l'informel est beaucoup plus large et parfois beaucoup plus gratifiant qu'on veut bien le croire, mais il reste qu'il y a une tension très très forte, à la fois sur les espaces ruraux et sur les espaces urbains. J'ajouterais une dernière chose, et on n'aura pas évidemment épuisé les causes fondamentales, c'est le décalage très très fort entre la structure étatique et son territoire. C'est-à-dire que dans les villes, dans les espaces périphériques aux villes, les États sont là, sont présents, plus ou moins parfaitement, ils apportent des aménités. Dès qu'on s'éloigne de ces espaces, on arrive dans des situations de marginalité très très fortes, y compris dans des pays qui connaissent de la croissance. Les effets de la croissance, la présence de l'État, elle est très détériorée dans ces parties. Et ça crée aussi un sentiment chez ces populations d'être délaissées par l'État. J'utilise souvent une expression, c'est d'être des citoyens de seconde zone, quoi. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, cette course folle entre des facteurs véritablement graves en termes d'inégalité, en termes de formation, en termes économique, est-ce qu'aujourd'hui, l'expérience nigérienne est-elle transposable aux autres pays qui souffrent gravement de ces mêmes problèmes? Le Mali, le Burkina Faso, le cas réussi de la Mauritanie, mais la Mauritanie est dans ce chaudron. Comment aujourd'hui trouver un fil conducteur pour sortir par le haut? Est-ce que c'est encore possible? Il faut bien se rendre compte qu'en Afrique subsaharienne, le Sahel est je ne vais pas dire une exception, mais assez massivement, ces 2 dernières décennies, on a vu l'indice synthétique de fécondité des populations diminuer. Oui. Alors on est encore à des taux d'enfants par femme qui sont très importants, qui sont très importants au niveau mondial, mais au Sahel, par rapport au reste de l'Afrique, on reste quand même sur des indices synthétiques de fécondité très très hauts. Ce qui fait que le Sahel a les mêmes problèmes que les autres pays d'Afrique subsaharienne, mais avec un dynamisme démographique encore plus fort. Et face à ce dynamisme démographique, eh bien, les États sont quand même très démunis, parce que vous soulignez, en termes d'éducation, par exemple, le Niger ne s'en tire pas mieux que les autres. Bien sûr. Ceux qui s'en tirent d'un point de vue sécuritaire mieux que les autres, c'est soit parce qu'ils ont une armée plus cohérente, ou soit parce qu'ils arrivent à gérer politiquement certaines contestations sociales pour qu'elles ne dégénèrent pas. Est-ce que, dans le cas du Sahel, pour sortir de ce cycle infernal, est-ce que la mutualisation est possible? Comment aujourd'hui pousser cette région, et comme vous êtes une structure d'aide à la décision, comme think tank, en termes d'expertise, quels sont les points d'appui pour pouvoir
poussé cette région à vraiment converger vers une façon de résoudre ou d'atténuer cette bombe qui est dégoupillée. Oui, alors il y a des initiatives de mutualisation. Enfin, vous connaissez l'Afrique mieux que moi. Il y a souvent un trop-plein d'institutions qu'un pas assez d'institutions. Donc il y a en Afrique de l'Ouest et au Sahel et autour du Sahel des initiatives de mutualisation, en tout cas de réflexion en commun à ces problèmes. Il y en a qui fonctionnent, comme la force multinationale mixte, hein, ce qui concerne les pays du bassin du lac Tchad, qui luttent contre Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Et puis il y en a une autre qui s'appelle le G5 Sahel, qui est en grande difficulté, qui n'a jamais réussi vraiment à prouver son efficacité. Elle a quelques réalisations intéressantes, comme le Collège de défense et de sécurité du G5 Sahel à Nouakchott, mais par exemple la force conjointe du G5 Sahel a été peu efficiente. Et à cela s'ajoute le départ du Mali de ce G5 qui paralyse cette structure. Et puis il y a une autre initiative, l'initiative d'Accra, qui lie des pays du Sahel et des pays du Golfe de Guinée pour essayer de travailler mutuellement sur ces questions, parce que, vous le savez bien, le phénomène de salafisme djihadiste a débordé sur les pays du Golfe de Guinée. Pour sortir d'un état d'apesanteur et avoir une vision concrète de la réalité, est-ce que aujourd'hui, quand on voit et vous venez de dérouler le film, que l'Afrique, au-delà du Sahel, et on le voit déjà au Sahel, mais est devenu un enjeu géopolitique extrêmement important. On voit la Russie et son rôle d'être un empêcheur de faire de la diplomatie en rond. Il y a la Turquie et d'autres pays. Comment aujourd'hui est-ce que ces rivalités vont véritablement amplifier les problèmes dans la région et peut-être ailleurs en Afrique? Alors la question que vous posez, elle est très intéressante, parce que c'est une question qui nous a mené à créer le Centre Afrique subsaharienne en 2007 à l'IFRI. Il y avait deux motivations principales à cette époque. C'était qu'on était encore à cette époque dans une ambiance d'afro-pessimisme. Et puis, nous, il nous semblait qu'effectivement, il y avait tout un tas de nouveaux acteurs qui n'avaient pas forcément de tradition africaine, qui développaient des politiques africaines. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, on a fait au moins une quarantaine de monographies sur la politique africaine du Japon, de l'Arabie Saoudite, évidemment la Chine, la Russie. Donc on est assez bien outillé sur ça. On peut retrouver tout en ligne d'ailleurs. Et je dirais, pour répondre précisément à votre question, que pendant une vingtaine d'années, il y a eu des compétitions entre les nouveaux acteurs et les acteurs traditionnels, mais que c'était une compétition qui se faisait finalement pas au détriment des pays africains. Depuis 3-4 ans, vous mentionnez la Russie, sa politique agressive vis-à-vis des Occidentaux, en particulier de la France. Il semble qu'on soit rentré dans une autre ère en Afrique subsaharienne, où là on va avoir une compétition de plus en plus rude entre les partenaires. Les partenaires vont exiger des contreparties à leur aide, vont exiger de ne pas coopérer avec d'autres pays. C'est déjà des choses qui sont à l'œuvre, et malheureusement on rentre dans une période qui va s'apparenter à une espèce de nouvelle guerre froide. Alors, la comparaison n'est pas tout à fait pertinente, parce que il n'y a pas deux camps identifiés,
mais Et les ingrédients. les ingrédients, et puis il y a des compétitions maintenant âpres. Ce qui se passe par exemple en RDC, entre la Chine, les États-Unis, les Émirats Arabes Unis, on a des compétitions évidemment pour les ressources énergétiques, mais de plus en plus pour les métaux qui vont permettre la décarbonation des économies du Nord. Et là, on sait que certains pays vont être confrontés à des compétiteurs très très forts. On voit le continent est un levier de croissance pour le monde entier, quand on voit les besoins énormes. Est-ce que, aujourd'hui, je ne vous demande pas de répondre à la place des Africains, mais est-ce que les Africains aujourd'hui sont en mesure, en termes d'organisation, de capter ces signaux-là, de s'appuyer sur une vision opérationnelle et pragmatique pour pouvoir faire profiter ce continent de cet intérêt? Alors, évidemment, les Africains ont très bien compris la compétition pour leurs ressources, donc ils en jouent d'une certaine manière et ils ont raison de le faire. Mais par contre, quelque chose que nous on montre comme beaucoup d'économistes, c'est que cette ruée vers l'Afrique de nouveaux partenaires n'a pas conduit finalement à une modification substantielle de la structure des économies africaines, qui restent exportatrices de produits non transformés. Donc, ça répond précisément à votre question. La plus-value se fait ailleurs que sur les territoires africains. Donc ça, c'est un des grands sujets d'inquiétude, c'est que la place de l'Afrique subsaharienne dans la division internationale du travail n'a pas changé. Oui. Et les blocages sont connus. Les blocages, c'est pour transformer des minerais, pour les valoriser, il faut de l'électricité abondante et pas chère. Oui. Et c'est une des faiblesses de l'Afrique subsaharienne, en tout cas d'un certain nombre de ces États. On parle d'une manière globale, mais évidemment, il y a des situations différentes d'un pays à l'autre. Il y a 48 pays, il y a 48 trajectoires. Oui. Mais il y a une dizaine d'années, l'Afrique subsaharienne produisait à peu près autant d'électricité qu'un pays comme la Corée du Sud, par exemple. Donc il faut avoir conscience de ce que ça implique comme blocage. Qu'est-ce qu'on peut créer comme industrie ? Et je ne parle pas des autres déficits en infrastructure, même s'il y a des améliorations plus que sensibles. Tout ça, ce sont des blocages qui empêchent les économies africaines de passer dans une ère de transformation de leurs produits et donc de retenir sur leur territoire de la valeur ajoutée et de faire des véritables créations d'emplois de bonne qualité, en tout cas dans le secteur industriel. J'aime bien avoir votre expertise sur un sujet qui préoccupe et dont on parle constamment. En fait, la politique de la France en Afrique, on a une image brouillée. On a vu le premier mandat d'Emmanuel Macron et le deuxième. On voit qu'il y a beaucoup de symbolique, beaucoup de discours, mais la réalité... Qu'est-ce que cherche la France et sa politique? Comment est-elle lisible chez vous, le chercheur? On a beaucoup publié sur cette question. La France reste un partenaire important de l'Afrique subsaharienne, même si on parle beaucoup de la Chine, premier partenaire commercial et tout ça. On voit que les entreprises françaises sont toujours très présentes. Mais pourquoi cette image brouillée? On ne comprend pas vraiment. Et auprès de l'opinion africaine, c'est le même sentiment. Hein. Oui, c'est très compliqué parce que la France n'arrête pas depuis le président Sarkozy de dire qu'elle est en train de changer de politique africaine. Donc, mais on ne voit pas vraiment les transformations, à part les transformations de discours. Par exemple, on dit on va arrêter la coopération, on va faire des partenariats. On va supprimer les bases militaires qui vont devenir des lieux de formation. La France a déjà mis en place des lieux de formation en Afrique. Tout ça est perçu... Alors, il y a des modifications, mais c'est perçu en Afrique subsaharienne comme une volonté à tout prix de conserver des acquis.
Je crois qu'il y a un déficit, non pas de discours, mais de clarté sur, effectivement, la France devra assumer qu'elle a des intérêts, dire lesquels. Souvent, elle est dénoncée sur des choses qui n'ont pas à avoir lieu. Par exemple, au Mali, on va accuser la France de lorgner sur des ressources minérales. Il n'y a pas, à ma connaissance, de société minière française ni au Mali ni au Burkina Faso. Mais malgré tout, dans l'image du public, on a toujours ce sentiment qu'il y a des intérêts français qui sont importants, qui justifient une politique interventionniste, que la France s'immisce dans la politique interne, voire arrive à désigner qui peut être président ou pas président. Alors, il y a une part évidemment énorme de fantasmes aujourd'hui, parce que c'est des images qui viennent de la guerre froide et de la France-Afrique. On a quand même une modification, mais la modification est lente. Les attitudes sont parfois un peu problématiques. Par exemple, le président Sarkozy qui dit l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire, ça a un effet déplorable. Certes, mais bon, il y a cette dimension. Pourquoi la France est attachée à cette présence militaire dans 5 pays, même s'il y a cette stratégie de redéploiement? Mais à quoi ça sert cette présence en réalité? Dans la Ve République, il faut bien se rendre compte que l'une des raisons pour laquelle la France était pas une puissance mondiale, mais en tout cas un peu plus qu'une puissance régionale, c'était qu'elle avait une présence très très forte en Afrique. Et que pendant des décennies, elle était un peu l'avocat, entre guillemets, de dossiers africains au niveau de l'ONU. Donc ça fait partie, disons, de la posture diplomatique et stratégique de la France. Il faut réfléchir aujourd'hui vraiment, qu'est-ce que veut la France? Donc elle veut toujours avoir une présence en Afrique, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à trancher ce nœud gordien. Oui. Pour sortir de cette logique toujours critique et vraiment peu utile, mais pour les Africains, en quoi la France est-elle un pays intéressant, et qui peut servir dans cette trajectoire de décollage économique, d'apprentissage de la nouvelle économie, et expliquez-nous un peu cette utilité. Il y a quand même plein de choses qui fonctionnent. Il y a la formation. On oublie souvent de le dire parce c'est que depuis les indépendances, il y a un nombre quand même très important d'étudiants venus d'Afrique subsaharienne qui sont venus en France. Évidemment, certains sont restés, mais une grande majorité sont repartis dans les pays. Et ça a profité quand même considérablement au pays. Il y a le rôle des diasporas qui sont en France et qui aident, voire qui sont parfois des ferments de création d'entreprises en Afrique subsaharienne. Donc il y a énormément de choses qui se passent. Évidemment, on a tendance à se focaliser sur certains aspects plus problématiques, mais il y a quand même des choses très positives qui se passent entre la France et les pays d'Afrique subsaharienne. Alain Antil, merci d'avoir permis à nos auditeurs de comprendre la stratégie, en tout cas à l'égard de l'Afrique, en termes militaires, en termes le rapport avec la France, le rapport avec les autres acteurs géopolitiques sur le continent. J'incite particulièrement de se reporter à votre site de l'EFRI, où il y a toutes vos études. Et je vous remercie. Je recommande la lecture notamment de votre étude, la politique antiterroriste au Niger au regard de l'expérience mauritanienne. Merci et à très bientôt. Merci.